Avant de passer au podcast, si toi aussi t'as pas le temps pour créer du contenu vertical alors que c'est primordial pour se développer sur les réseaux sociaux aujourd'hui, Nexus Clip est la solution. Ils utilisent l'intelligence artificielle pour analyser les longues vidéos, détecter les moments clés et créer automatiquement des clips courts au format vertical accompagné de sous-titres animés. Parfait pour pouvoir créer du contenu court engageant. Pour cela, c'est très simple. T'as juste à créer un compte, sélectionner ta vidéo en question et Nexus Clip se charge de créer tous les verticaux les plus engageants possibles. Tu peux même driver ses recherches. Exemple tout bête, retrouve-moi le moment où je parle des techniques de vente les plus importantes. Et Nexus Clip te sortira les meilleurs verticaux possibles et engageants sur la thématique que tu viens de demander. Nexus Clip fait littéralement le travail à ta place et te fait gagner des heures. Si ça, c'est pas royal, et évidemment, on a une réduction pour toi, utilise le code créateur, ce qui t'offrira 10% de réduction sur l'offre mensuelle. Le lien est dans la description. Allez, on est parti pour ce podcast et aujourd'hui, on a la chance d'accueillir Teddy raconte plusieurs millions de vues sur YouTube à travers des histoires captivantes. Réalité, frisson, mystère bercent les histoires de Teddy à travers des vidéos longues ou des vidéos courtes. Stratégie de contenu, parcours, problématiques. On va voir tous les secrets de Teddy ensemble. C'est parti. Comment on raconte une bonne histoire sur YouTube? Disons que ça dépend ce que tu cherches. Raconter une bonne histoire pour faire des vues, c'est ça ta question? Non, comment tu racontes une histoire qui donne envie à quelqu'un d'écouter l'histoire, par exemple, du début jusqu'à la fin? Et qui peut devenir virale. Parce qu'il y a quand même, on peut voir le trophée derrière, c'est qu'il y a quand même de l'expérience dans l'histoire qui devient virale. Je dirais que ça se fait déjà vachement dans l'accroche, la première phrase de la vidéo. Dans l'idée, il faut pouvoir réussir à créer une attente chez la personne, que cette phrase, elle en dise pas trop sur l'histoire, qu'elle soit assez floue, mais qu'elle nous donne envie de savoir ce qui se passe. Et tant qu'on n'a pas cette information-là, on va pas partir, quoi. Et dans cette idée-là, il faudrait que l'information, elle se trouve le plus loin possible dans la vidéo, limite à la toute fin de la vidéo. Et si on peut créer une attente chez la personne et la dépasser encore après, c'est encore mieux parce que les gens vont vouloir réagir en commentaire, la partager. Donc je pense que tout est dans l'attente qu'on crée chez les gens et comment on y répond. Frère Castor disait la même chose d'ailleurs, si je me trompe pas, si j'ai bonne mémoire, il disait que les premières minutes étaient importantes et l'intrigue que tu mettais pour faire durer justement le fait que les gens restent pour avoir cette information-là, l'intrigue et la curiosité que tu crées chez les gens les font rester un maximum. Après, moi, c'est assez court vu que je fais principalement des formats courts, j'ai quelques secondes pour convaincre la personne. Et je fais que du 1 minute. Toutes mes vidéos font à peu près 60 secondes. Et d'ailleurs, vas-y. Par rapport à ça, t'as quand même des vidéos long format. Et c'est aussi ta différence avec des personnes qu'on a pu interviewer précédemment, c'est que toi, t'es beaucoup sur les formats courts, contrairement à des personnes d'avant, ou notamment Frère Castor qui est sur des vidéos très longues. Comment t'as pu choisir ce modèle de format court? Est-ce que, parce qu'il y a finalement, il y a deux chemins un petit peu. Il y a le chemin de je me lance, je choisis le format court, et puis quand j'ai cette communauté-là grâce au format court, parce que tu montes quand même plus rapidement, et toi, t'en es l'exemple, t'es monté très très vite en termes d'abonnés, etc. Et donc après, cette audience-là, tu la ramènes sur du format long pour peut-être avoir un peu plus du côté financier, ou alors peut-être que tu as fait du format long, tu t'es rendu compte que le format long est très compliqué, très long à produire. Si c'est pas toi qui montes, c'est très coûteux aussi si tu veux un monteur. Et finalement, t'es plus parti sur l'approche du format court, qui est moins longue et moins coûteuse. Quel chemin finalement t'as suivi? En fait, moi, je me suis lancé un peu au moment où les shorts ils commençaient à être rémunérés. Et j'ai fait le choix de faire des formats courts et que des formats courts. En gros, c'est un peu par plaisir que je me fais des longs formats des fois. Mais mon idée, c'est de vraiment maîtriser les formats courts. Et je me suis lancé à temps plein là-dedans. Je fais quasiment que ça. Après, j'ai eu un peu de chance sur la vidéo de MrBeast. J'avais fait une vidéo à 200 000 vues sur ma première. Donc, c'était un peu abusé. Les autres, elles ont fait moins de vues, forcément. Après, je pense pas que les formats courts, ce soit un tremplin pour amener les gens vers les longs formats. Moi, je trouve que c'est deux choses séparées et que c'est très dur de ramener les gens d'un format court à un long format.
J'ai déjà essayé de faire la promotion d'une vidéo long format en faisant un petit extrait ou quoi, mais c'est pas adapté. Les gens, quand ils scrollent, je pense pas qu'ils ont envie de partir voir du long format. C'est pas adapté, quoi. Donc je pense que c'est vraiment deux choses distinctes. Je pense pas que ça ait un impact négatif de faire les deux, un seul ou l'autre, mais je pense qu'on peut pas lier les deux. En tout cas pas pour l'instant, même si YouTube, j'ai l'impression qu'ils essaient de le faire. Et je crois que bientôt, il va y avoir une fonctionnalité où on pourra cliquer directement sur des longs formats dans les shorts. J'ai vu ça il y a une semaine, je crois que c'est sorti sur une mise à jour YouTube, mais ouais, je trouve que le lien, il se fait pas. Et c'est vraiment un choix de faire que des formats courts que j'ai pris. Mais ça a des inconvénients, hein. Par exemple, le fait que ce soit très dur de trouver des sponsors. Mais d'un autre côté, il y a une visibilité énorme, on peut gagner beaucoup plus d'abonnés, faire beaucoup plus de vues, mais il y a beaucoup moins d'argent, c'est sûr. Donc il faut vraiment envoyer du lourd pour gagner sa vie seulement avec des vues sur les formats courts. C'est intéressant ce que tu disais par rapport au fait que l'un ne va pas forcément avec l'autre, sachant, comme tu as dit, que YouTube essaie justement d'aller sur le côté short pour ne pas perdre face à TikTok. Mais en même temps, ils te mettent le lien dans chaque short où tu peux diriger vers ta vidéo longue. Et moi, par expérience, je pense aussi que ça fonctionne pas très bien. Comme tu as dit, si bien, quand quelqu'un il est en train de scroll, il va pas changer pour aller regarder une vidéo. Et ça, je trouve ça très pertinent. Mais justement, comment tu choisis quelle histoire raconter? Alors moi, ma niche, si on peut appeler ça une niche, c'est du très très grand public. Quand je raconte une histoire, je veux que ça parle à n'importe qui, que ce soit un enfant de 8 ans ou une mère de famille de 40 ans ou même des personnes âgées, peu importe. J'ai envie que n'importe qui se dise j'ai envie d'écouter cette histoire-là. Je veux pas exclure une partie des gens parce que je veux toucher tout le monde. Je veux être sûr que tout le monde puisse être intéressé par cette histoire. Après, je me demande si cette histoire-là, j'aimerais l'entendre moi-même, si ça m'intéresserait ou pas. Parce qu'au final, raconter des histoires qu'on n'aurait même pas envie d'entendre soi-même, ça en vaut pas la peine, je trouve. Et que cette histoire, elle me déclenche quelque chose, quoi, une émotion, que ça me fasse rire, que ça me rende triste ou en colère, parce qu'il y a une injustice ou un truc inattendu qui se passe. Et t'y mettras beaucoup plus d'émotion et d'entrain à raconter l'histoire et forcément ça aura plus d'impact aussi sur celui qui écoute. Ouais, si je me sens touché par les choses, c'est toujours plus impactant, c'est sûr. Donc je dirais que je la choisis comme ça. Et après, ce qui est important aussi, c'est dans ma niche, c'est d'avoir suffisamment d'extraits, d'images et de vidéos. Parce que, déjà au montage, c'est beaucoup plus facile, parce qu'on a accès à tout. Mais c'est beaucoup plus impactant que de mettre des b-rolls qui ont rien à voir, quoi, que je prends sur des banques d'images ou quoi. Si je peux avoir vraiment des visuels sur toute l'histoire, là ça rend plus impactant, je gagne du temps au montage. Donc ça, c'est vraiment un critère aussi que je prenais moins en compte avant. J'essayais de parler d'un peu tout et j'illustrais, mais sans que ce soit si impactant que ça. Et je perdais un peu de temps avec des histoires où ça fonctionnait pas forcément parce que les gens, c'était pas assez immersif pour eux. Donc aujourd'hui, je trie plus et j'essaye d'être sûr que j'ai suffisamment d'extraits pour raconter cette histoire-là. Et ça se passe comment au niveau du rythme? Est-ce que tu as un rythme de, je sais pas, un short par jour? Ou est-ce que tu es un petit peu, moi je sais que Thibaut InShape par exemple, qui est très à cheval sur les stats, d'ailleurs on en reparlera, mais dès qu'il fait un short, si jamais ça atteint pas un plafond, et surtout que toi en plus tu fais que ça, donc peut-être qu'il y a aussi cet aspect derrière de vue, d'objectif de vue ou d'objectif un petit peu financier, en tout cas un minimum. Est-ce que si jamais ton short dans la journée il a pas atteint le seuil que peut-être tu t'es fixé, est-ce que tu en postes un deuxième? On sait que d'en poster 2, 3 dans la journée, ça n'impacte pas forcément le fait d'en poster que un et ça peut justement doubler, tripler, etc. Est-ce que tu en postes que un et tu te fixes cette limite-là, ou est-ce que les stats, si elles sont pas bonnes, peuvent impacter ça et tu en postes plusieurs? Alors déjà, moi, le rythme, ce serait un bon rythme où je suis assez content de moi. Ce serait 4 vidéos par semaine parce que c'est des vidéos que j'ai besoin de travailler. Je passe beaucoup de temps à faire mes recherches et à travailler le script pour que ce soit impactant. Donc, c'est difficile d'en faire plus que 4. Après, je
je me sens pas impacté par, disons, si je poste une vidéo et qu'elle fait 10 000 vues, je vais pas me dire, faut que j'en reposte une autre pour avoir mon quota de vues et tout ça. J'essaie de me concentrer sur chaque vidéo et d'être sûr qu'elle va fonctionner. Bon, je suis pas devin, ça marche pas à chaque fois, c'est sûr. Mais ouais, je me laisse pas trop impacter par ça. Après, je sais que ça a quand même plus d'impact de poster plus. Parce que si je mets une vidéo chaque semaine pendant un mois, je sens que les vidéos, elles se boostent pas entre elles. Alors que si je mets 3-4 vidéos dans la semaine qui ont bien fonctionné, ça va aider les autres à fonctionner. Enfin, en tout cas, c'est l'impression que j'ai sur YouTube et même sur TikTok. Et concernant le long format que tu as tenté et que au final tu as dit que tu le fais plus par plaisir, par rapport à un short, tu as dit que ça t'arrive à en sortir 4 par semaine. Ouais. Quand tu as fait ta vidéo par exemple sur MrBeast, ça t'a pris combien de temps pour réaliser une telle vidéo qui a atteint 200 000 abonnés? Bah déjà c'était un peu spécial MrBeast parce que j'étais un peu obsédé par lui il y a quelques temps parce que forcément c'est difficile de pas le prendre en exemple vu comment il a réussi sur YouTube. Et qu'est-ce qui t'attirait justement? C'est sa façon de monter, c'est les projets qu'il faisait, sa façon de faire? Alors c'est pas ses vidéos en tant que telles parce qu'au final aujourd'hui c'est difficile de se comparer à lui parce que je vais pas louer les pyramides ou faire des trucs comme ça. Mais c'était la manière dont il était obstiné dans l'analyse de YouTube, des différentes stats. Enfin, il allait jusqu'à des trucs minimes. Par exemple, il s'est rendu compte que s'il souriait sur ses miniatures, mais qu'il avait la bouche ouverte, ça faisait moins de vues que s'il avait la bouche fermée. Du coup, quand il s'est rendu compte de ça, il a changé toutes ses miniatures pour augmenter ses stats. Ouais, je pense que c'est la manière dont il s'est obstiné dessus qui m'a fait m'intéresser à lui. Et puis forcément, c'est les résultats qu'il avait où je me suis dit bah il faut que je m'intéresse à comment est-ce qu'il a fait pour réussir à ce point-là et comment moi je peux l'appliquer dans mon type de vidéo. Parce que je fais un contenu qui est très différent du sien, mais au final il y a plein de choses qui se retrouvent et plein de choses qu'on peut appliquer. Ouais, le fait de capter l'attention en peu de temps, je sais qu'il tournait des scènes qui duraient plusieurs minutes pour au final mettre quelques secondes dans une vidéo. Donc ouais, tout est fait pour capter, retenir l'attention du viewer. C'est très très fort. T'en as parlé un petit peu tout à l'heure au niveau des différentes stats que tu fais sur tes vidéos. Comment tu gères ça émotionnellement parlant? Parce que par exemple, quand t'as fait une vidéo qui fait 200K, après t'en fais une, tu passes tout autant de temps dessus et tu vois qu'elle fait 6K. Ça, j'ai vu ça pour tes vidéos. Moi, je pense que c'est valable aussi pour tes shorts. T'en as qui vont faire 2 millions et il y en a qui vont faire 10K. Ouais. Comment t'arrives à ne pas te rattacher émotionnellement à ça? Parce que nous, par exemple, je sais des fois avec Rekoma, quand on a des phases où c'est vraiment pourri, genre tu comprends pas qu'est-ce qui se passe, tu commences à dire j'en ai marre de cette plateforme, je comprends rien. Et après au final ça repart, mais tu sais même pas pourquoi c'est reparti, etc. Donc comment toi tu vis tout ça? Ok. Bah au niveau des formats courts, à partir des stats sur YouTube, j'arrive à savoir si la vidéo elle va fonctionner ou pas, même si elle n'a pas encore fait ses vues. Donc c'est en fonction du nombre de personnes qui ont swipe. Il y a un pourcentage qui s'affiche sur YouTube. Tant de personnes ont voulu regarder votre vidéo et d'autres sont partis. Donc je sais que si ce pourcentage-là il est suffisamment élevé et que j'ai une moyenne en secondes de durée de visionnage sur la vidéo qui est à, je sais pas, par exemple 46 secondes sur 60 secondes, je sais qu'elle va faire ses vues. Donc même si je la publie et au bout de 5 jours, elle a fait que 5000 vues ou 10 000 vues, je sais qu'au bout d'un moment, elle va monter et elle fera ses vues dans l'année. C'est quoi ces chiffres dont tu parles? Parce que t'as 2 chiffres de variables que tu gardes en tête. Est-ce que tu peux me donner spécifiquement c'est quoi les 2 chiffres? Par exemple, je crois qu'il avait dit qu'il fallait que ça soit 70% minimum de durée moyenne de visionnage, quelque chose comme ça. Bah, je peux te donner, je regarde juste là, je te donne le nom exact. Ce qui est marrant, c'est quand même qu'il y a
il y a quand même une corrélation avec ces stats-là, alors que sur des vidéos longues, il y a zéro corrélation. Tu peux être en triple flèche verte et avoir un super CTR, un super watch time. C'est pas pour autant que YouTube va la pousser. Donc, c'est quand même fou, ça. Ouais, les longs formats, je m'en suis rendu compte, ouais. Mais c'est aussi pour ça que j'ai pas envie de me lancer à temps plein là-dessus, et parce qu'en fait, ça peut carrément ne pas marcher. Même des gens qui font du bon contenu, du très bon contenu que je peux regarder, ils font pas de vues. C'est vachement dur de se démarquer. Je pense que en termes de long format, il faut avoir peut-être un boost de la communauté de quelqu'un d'autre ou quoi. Par exemple, je pense à Ivan Costa, il fait des vidéos qui sont vraiment très qualitatives. Je sais pas si vous voyez qui c'est. Divertissement. Il est dans le crew d'Amixem. Ça me dit quelque chose, ouais. Maintenant, il est un peu acteur. C'est un grand, cheveux un peu longs, Ouais, vidéo c'est ça, humoristique et tout. Ouais, Yvan, ouais, ok, je vois, ouais. Et ben, ce gars-là, il a fait des vidéos qui sont très qualitatives et je pense qu'il mérite ses vues dessus. Mais sans l'aide de la visibilité d'Amixem, je pense que ça aurait été compliqué pour lui de démarrer aussi fort. Et ce serait intéressant de savoir où il en serait aujourd'hui s'il n'avait pas eu cette visibilité-là, quoi. Et je pense que les longs formats, c'est carrément compliqué de se lancer. Et c'est l'avantage des formats courts aujourd'hui. Je pense que n'importe qui se lance, en quelques mois, il arrive à faire sa première vidéo à 100 000 vues au moins. S'il y met beaucoup d'intention. Après, ça dépend de la niche, forcément aussi. Plus c'est niché, plus c'est dur. Moi, je suis sur un public ultra large, donc c'est beaucoup plus facile. Mais ouais. Mais au niveau des 2 stats dont je parlais, donc c'est combien on choisit de regarder. Et là, on a un pourcentage qui... on va dire que 70%, ça commence à être pas mal, mais mon objectif, c'est de dépasser les 80% sur cette stat-là. Et après, c'est en termes d'engagement, donc la durée moyenne d'une vue, sachant que mes vidéos, elles font à peu près 60 ou 61 secondes à chaque fois. Je sais que quand ce chiffre-là, il est vers 40-42, c'est une vidéo qui est moyenne, qui risque de faire pas tant de vues que ça. Par contre, si elle est plus autour des 47, 48, 49 secondes, là, ça commence à vraiment être pas mal. Et je sais que ça va bien marcher. C'est énorme quand même en termes de rétention. Du coup, en fait, ce que je comprends, parce que justement, sur notre chaîne foot, on pensait à démarrer des shorts. Donc, on a commencé cette semaine, justement. Et Ok. là, par exemple, j'en ai un qu'on a posté qui a fait 64% de rétention d'audience. C'était à peu près 60 secondes aussi, donc ça fait 30 secondes. Et quand je regarde la couverture, je vois 60% regardés et 39%, 39,6 ont balayé. Du coup, pour toi, c'est normal que ce short-là n'explose pas. Parce que pour toi, il faudrait que ça monte à 70. C'est l'ensemble des deux, je dirais. Parce qu'il y en a il y a une stat qui peut être plus basse que l'autre, mais ça peut se rattraper. Donc, Ok. par exemple, c'est quoi la durée moyenne d'une vue sur ton short? Durée moyenne d'une vue, C'est dans couverture. Dans engagement, pardon. ouais, c'est 30 secondes. Voilà, donc ça se retrouve aussi là-dessus, je pense. Ok. 30 secondes, c'est assez bas. C'est assez bas comme stat, donc je pense que c'est ça qui te bloque sur ton short. Et toi, en général, ceux qui explosent, ils sont plus à 47, à peu près 47 secondes. Ouais, j'ai déjà eu des trucs. J'ai regardé, j'avais 55 secondes. C'est C'est vidéos énorme. qui ont... Ça veut dire qu'ils ont regardé quasi la totalité des 60 secondes. Ouais. Après, il y a les gens qui continuent à regarder en écrivant un commentaire, qui vont rester 5-10 secondes de plus. Donc ça se rattrape aussi. Donc peut-être que cette stat-là, on peut très bien avoir 62 secondes sur 60. Je suis plus sûr si elle marche comme ça, mais je crois que c'est possible. Ouais, les gens qui regardent 2 fois aussi, etc. Après, il y a forcément les likes, les commentaires, les partages qui jouent. Et je pense que si on a, je sais pas, 500 partages de plus qu'une autre vidéo, il y a moyen que ça se démarque aussi. Mais je pense que ça se retrouve dans les stats de toute manière. Les réactions générées, ça compte parce que mine de rien, ça fait rester la personne sur la plateforme. Donc c'est quand même un sacré signal envoyé. Je pense que ça a encore plus d'impact que les vidéos longues où il y a des commentaires et des likes. Je pense que sur les shorts, ça a encore plus d'impact d'avoir des interactions.
Bah, moi, j'ai l'impression que sur TikTok, les partages, ça a beaucoup, beaucoup d'impact. C'est l'impression que je me fais. Après, c'est difficile de valider les choses, de se dire, ouais, c'est sûr, si t'as beaucoup de partages, la vidéo, elle va fonctionner. Mais en général, si t'as beaucoup de partages au début, ça indique que ça va plutôt bien marcher. Quand je vois des gens qui font des shorts, souvent ils te disent bah moi je vais juste faire la vidéo, j'ai pas besoin de me casser la tête à comme les vidéos longues à chercher le titre le plus percutant et faire une miniature de fou. Mais quand je vois la stat que tu dis comment balayer, etc. Les gens qui ont choisi de regarder ton short ou pas, est-ce que l'image que tu mets aussi joue dans toutes ces stats? Quand tu choisis l'image pour ton short, ou est-ce que l'aperçu, entre guillemets, et souvent je vois que tu mets un titre avec quelque chose qui t'interpelle, notamment, je crois que c'était la femme que son père voulait faire marier pour 65 millions. Bah, t'avais mis quelque chose qui t'avait envie de donner qui te donnait envie de voir la vidéo. Alors, les miniatures sur les shorts, on peut pas en mettre normalement. On peut juste choisir une image dans la vidéo. Ça, vous avez remarqué, ouais. Et moi, du coup, ce que je fais, c'est que je mets sur la toute dernière seconde, je mets une image à la fin qu'on voit quasiment pas. Et du coup, je la choisis et comme ça, j'ai une vraie miniature. Ah, moi, je la mettais en premier, mais c'est pas con. Parce que c'est très, très malin. Disons que des fois, les gens, ils la voient, des fois, ils la voient pas. Ça dépend comment ça tombe. Parce que c'est au 10e de seconde à chaque fois. Mais oui, moi, j'en fais parce que je pense que ça a de l'impact. Et je le vois au niveau des stats. Parce que des fois, j'ai un taux de clic sur mes miniatures de short. Parce qu'en sachant qu'ils en mettent sur la page d'accueil YouTube de temps en temps. J'ai un taux de clic des fois qui est à 15%, alors que je sais que sur une miniature, ça fait vraiment beaucoup. Mais vu que plein de gens font pas l'effort de le faire sur les shorts, j'arrive à me démarquer par rapport à ça. Après, c'est une petite partie de mes vues, mais c'est toujours bon à prendre. Et surtout, ça me permet aussi d'avoir une image sur ma chaîne qui fait plus quali, plus pro. Parce que s'il y a des captures de mon visage où je fais une tête pas possible à chaque fois, ça donne pas forcément envie de me suivre ou quoi. C'est ce que j'allais dire, ça fait quand même une sorte de catalogue. Si quelqu'un est intéressé par ton histoire et veut en voir plus, il peut cliquer sur ton profil et avoir accès à plein d'histoires bien rangées avec chaque étiquette. Donc ça fait quand même plus pro, et en plus de ça, pour la personne qui navigue sur ton profil, ça va être beaucoup plus simple de regarder du contenu et d'en consommer même encore plus. Ouais, moi je le vois comme les longs formats au final. La miniature, je mets. Après, c'est pas très travaillé en soi. C'est je change un titre, je mets une tête différente et c'est tout quoi. Mais en général, ça suffit parce que c'est des miniatures basiques. Et vu que je me démarque en le faisant par rapport aux autres qui le font pas, forcément c'est mieux. Mais en sachant que c'est peut-être 5% de mes vues quoi, peut-être moins, mais ça se prend, on va dire. Clairement. Toujours ça de prix, surtout quand on parle de millions de vues, 5%, c'est énorme. Ouais, c'est dur de savoir à quel point ça aide, mais je pense que ça aide pas mal. On a parlé du montage, du fait que tu pouvais pas produire forcément plus de 4 vidéos par semaine. Le montage, tu aimes vraiment faire ça ou tu as hâte de le filer à un monteur une fois que tu gagneras assez? En fait, avec mon nouveau système où je prends des histoires, où j'ai déjà quasiment toutes les images, toutes les vidéos, que j'ai pas à aller chercher des b-rolls et tout ça, parce que ça, c'est vraiment très ennuyant d'aller chercher un mec qui sourit ou un mec qui croise les bras à chaque fois pour expliquer. Ça me déplaît pas tant que ça, le montage, non. C'est assez rapide. Je pense que quand j'ai tous les éléments, si je me donne à fond, je peux terminer en 1h30, je pense, un short. Après, je prends mon temps, je m'applique dans les détails aussi. Mais non, le montage, c'est pas un frein pour moi, je trouve. Et mon montage, il est assez simple en soi, parce que c'est toujours la même chose, en fait. C'est, je pose mes extraits, il y a des parties où on voit ma tête, je mets une musique, je mets quelques zooms, mon animation de début et de fin, et c'est terminé. C'est sûr que ouais, sur 1 minute, même si ça doit être dynamique, si tu fais quelque chose d'assez minimaliste et que tu reprends un peu ta trame habituelle sur un TikTok d'1 minute, enfin sur un short d'1 minute, il y a quand même moins de temps qu'une vidéo longue où tu dois faire ça, mais pour 16, 20 minutes, 25 minutes.
Et c'est là où ça prend des journées et où c'est compliqué. Pour revenir à ton processus de création, quand tu as dit que tu as déjà tout préparé avant, si on pouvait rentrer plus en détail là-dedans pour des gens qui veulent faire pareil, comment exactement tu trouves les extraits? Est-ce que tu as trouvé une manière de te faciliter cette étape, par exemple une IA ou quelque chose comme ça, qui te rassemblerait déjà tout? Ou est-ce que tu cherches vraiment? En général, les histoires que je raconte, elles n'ont pas forcément été trop racontées. Ça dépend des histoires, bien sûr. Mais du coup, les sources, elles sont assez compliquées à trouver. Et les IA, elles vont pas forcément réussir à choper les bons extraits, les bonnes vidéos. Elles arrivent à trouver des articles avec quelques images dessus. Mais je trouve que c'est pas très efficace. Et donc ça, je le fais à la main. Mais ça me permet... En fait, je le fais, mais pendant que je fais mes recherches sur l'histoire. Donc, je les rassemble à ce moment-là, donc en même temps que je fais mes recherches. Mais du coup, l'histoire se crée un peu dans ma tête. Et donc, c'est un petit peu combiné au même moment, quoi. Et je pense que les IA, c'est compliqué que l'IA elle me dise, ah bah tiens, il y a cette vidéo-là sur YouTube où tu peux récupérer tel extrait à telle seconde. Enfin, je suis obligé d'y aller moi-même, ouais, c'est sûr. Et une question peut-être qui a un peu rien à voir, mais qui m'intéresse et qui peut peut-être intéresser nos viewers. Comment on se dit, je vais raconter des histoires sur YouTube? Qu'est-ce qui t'aimes lire à la base? T'aimes lire peut-être des histoires intrigantes, ou ça t'est venu parce qu'il y a une passion, ou comment on en vient à raconter des histoires finalement sur YouTube? Je peux peut-être raconter ce que je faisais avant YouTube, parce que ouais, carrément. Du coup, j'ai fait toutes mes études depuis que j'ai 15 ans dans la création de sites en informatique. Donc rien à voir avec la création de vidéos, à part que c'est sur Internet, mais bon, c'est tout. Et en fait, j'ai commencé un peu à en avoir marre de mon boulot parce que je voulais créer des sites pour faire un truc créatif. Et quand on crée des sites, c'est beaucoup de parties ennuyantes où on va mettre des images, du texte, structurer les choses, mais il n'y a pas... Il y a pas de... C'est pas si créatif que ça au final. Je faisais genre, je sais pas, 20 minutes de création par jour sur 8 heures de travail, quoi. Donc je m'ennuyais vachement. Et du coup, vu que depuis que j'ai 15 ans, je me suis dit, ça c'est mon rêve, je veux créer des sites, et que mon rêve il partait un peu en lambeaux, quoi. Je me suis pas dit, je vais trouver un autre rêve. Je me suis dit, je vais faire de l'argent, et comme ça, j'arrêterai de bosser un jour. Du coup, j'ai, en plus de mon CDD, parce que j'étais en alternance pendant mes études, parce que j'ai fait un BTS, j'ai fait 2 licences pro, j'ai fait un master, et donc j'étais en alternance pendant 4 ans. Après, je me suis mis à cumuler une boîte pour créer des sites internet, où j'arrivais à faire à peu près quelques centaines, quelques milliers d'euros par mois en plus. Et après, je me suis dit, ah bah tiens, je vais faire encore en plus des vidéos, mais sur l'argent, parce que je m'intéressais à comment je pouvais mettre de côté mon argent, comment je pouvais l'investir, etc. Et au bout d'un moment, je me suis dit, ah bah tiens, je vais raconter des histoires par rapport à des mecs qui se sont fait beaucoup d'argent ou ce genre de choses. J'en ai fait 2-3, et puis après, j'ai raconté une histoire qui avait rien à voir avec l'argent, juste une histoire d'un gars, je sais plus laquelle c'était, peut-être c'était un gars qui a tenté un record du monde en Afrique. Bon, rien à voir du coup. Mais je me suis rendu compte que j'adorais raconter des histoires comme ça. Et que je faisais les choses de moins en moins pour gagner de l'argent, mais juste parce que ça me plaisait. Et du coup, j'ai trouvé que, en fait, je me suis trouvé une passion à force de faire ça. Et je me suis dit, en fait, je vais juste lâcher tout le reste. Je vais essayer de gagner un SMIC ou un peu plus si j'y arrive. Et puis, je vais faire ça tout le temps, quoi. C'est finalement, comme ça que c'était pas le point de départ, la passion, mais elle est arrivée en faisant les choses au final. Ouais, c'était pas du tout ça. Mais en plus, j'avais aucune connaissance, rien du tout. J'avais jamais utilisé de caméra. Enfin, j'avais même pas fait de théâtre ou quoi que ce soit. Donc forcément, au début, c'était très bizarre. Puis se lancer à tourner face à une caméra comme ça, ça fait peur, c'est sûr. Et ouais, donc puis j'avais du mal aussi à mettre des émotions dans ce que je disais, tout ça. Je trouve que c'est dur au début. Aujourd'hui, ça va mieux, et puis je suis content de ce que je fais en ce moment, donc voilà.
pour les gens qui regardent beaucoup le podcast, je pense qu'il y en a qui vont commencer à se dire que les carrières en informatique, faut pas qu'ils y aillent parce que je crois que Ouais. que tu dois être le 4e youtubeur qu'on a sur la chaîne qui était soit développeur web ou développeur de site internet. Plus moi aussi, j'étais développeur web. On a encore un autre pote qui veut se lancer sur YouTube qui est développeur web. Je pense que ça va passer l'envie à tout le monde d'y aller. Je me reconnaissais à 100% dans les trucs où tu disais que c'était pas créatif et que tu passais des journées où bref. Mais du coup, après tout ce qu'on a dit, je pense qu'il y a des gens quand même qui veulent continuer à se lancer sur YouTube. À l'heure actuelle, on en a parlé un petit peu. Est-ce que tu leur conseillerais de vraiment commencer par les shorts? Parce que tu as parlé notamment de l'entourage du youtubeur Amixem qui a réussi plutôt facilement parce qu'il avait des contacts. Mais est-ce que tu penses qu'encore aujourd'hui, en 2025, on est en mars, que par exemple quelqu'un il peut se lancer et encore exploser avec du format vidéo normal? Du long format, je pense que c'est très dur. En fait, je pense qu'il faut que la personne elle commence par une vidéo qui se démarque vachement. Par exemple, j'ai regardé un gars il y a quelques jours. Il est parti faire le tour de l'Afrique en vélo et il a posté sa vidéo derrière. Donc ça, personne l'avait fait, ou peut-être que quelques personnes, quoi. Mais c'était une vidéo qui était bien travaillée et où on passait un bon moment dessus. Et donc là, forcément, ça se démarque. Mais bon, tout le monde va pas se mettre à faire l'Afrique en vélo, quoi, c'est sûr. Ça me fait penser exactement à la patinage à bord, je crois qu'elle s'appelle. C'est une femme qui était patineuse artistique et qui est maintenant patineuse dans un bateau là, un bateau croisière. Et du coup, elle documentait en fait ça. Elle a appelé sa chaîne Patinage à bord et elle a explosé en littéralement quelques mois. Elle a monté à 100, elle est montée à 100, 200, 300 000 abonnés sur du format de vidéo longue. Et c'est là que tu vois qu'en fait, c'est quelque chose qui n'avait pas été fait sur YouTube et donc forcément, ça a explosé, quoi. Ouais, je suis déjà tombé dessus, je vois. Ouais, c'est sûr que du patinage sur bateau, c'est pas commun, c'est sûr. Mais du coup, si on veut commencer sans faire un truc qui sort de l'ordinaire à ce point-là, je pense que les longs formats, c'est très compliqué, ouais. Il y a des mecs comme Ego, par exemple, qui a explosé dans les jeux vidéo. Mais c'est vraiment une personne sur 100 000, j'en sais rien. Peut-être que j'abuse un peu, 100 000, 10 000, qui va réussir à fonctionner. Donc je pense que les longs formats, c'est peut-être pas la bonne approche pour commencer YouTube ou les réseaux sociaux en général, quoi. Transpose ça au court format, parce que là, de ce que je constate, je pense que les formats longs, ça devient plus compliqué parce qu'il y a beaucoup plus de concurrence. Et du coup, ça devient difficile de se démarquer. Mais est-ce qu'on risque pas si on se projette dans le moyen terme, d'avoir le même problème avec les formats courts? Et déjà, est-ce que selon toi, ça va continuer à être plus facile, ou est-ce que justement, vu que c'est plus facile, il va y avoir beaucoup plus de monde sur les shorts et du coup, ça va être encore difficile de se démarquer? Déjà, je pense que la concurrence, elle augmente forcément avec le temps, là. Je pense qu'il y en a vraiment de plus en plus sur les shorts qui commencent à même raconter des histoires. Par exemple, il y a des gros youtubeurs américains qui racontent des histoires. On peut être sûr qu'en France, tout va être repris dans quelques jours, quelques semaines ensuite. Mais ça devient vraiment beaucoup là en ce moment. Et j'arrive toujours à trouver des histoires qui sortent un peu, que les gens n'ont pas encore vues. Mais je pense qu'il y a de la place pour tout le monde, honnêtement, sur les formats courts, et que n'importe qui pourrait se lancer dessus et réussir. Après, bien sûr, réussir, ça dépend ce qu'on veut dire par là, parce que gagner sa vie juste avec les formats courts, c'est ce que j'essaye de faire. Là, j'y arrive ces derniers mois, je fais un SMIC, je suis content. Mais je pense que c'est vraiment compliqué parce que, faut faire 30, 50 millions de vues par mois, j'en sais rien. Ça en demande vraiment beaucoup. Mais par contre, je pense que les personnes qui ont jamais fait de vidéo et qui veulent apprendre, c'est le meilleur moyen d'apprendre, parce que des shorts, on peut en enchaîner vraiment beaucoup. Moi, je pense que une vidéo long format comme j'ai fait sur MrBeast, ça me prend le temps de 30 à 40 shorts. Donc c'est forcément, il y a de quoi faire des erreurs, il y a de quoi apprendre.
pour réussir derrière à comprendre comment ça marche sur les réseaux, comment est-ce qu'on fait une vidéo virale et réussir à faire des vues derrière. Et peut-être ensuite appliquer ça sur les longs formats quand on se sent plus à l'aise et qu'on a les connaissances nécessaires, quoi. Et puis après, bien sûr, faut mettre beaucoup de temps et peut-être se détacher petit à petit des formats courts pour se lancer sur les longs formats. Mais même pour moi, ça me paraît compliqué de faire que du long format. Je pense que je gagnerais pas ma vie à faire ça maintenant. Surtout que maintenant, il y en a de plus en plus qui font qu'ils aient commencé par du court ou du long ou même du live. Aujourd'hui, en général, un créateur de contenu, il n'est pas uniquement sur du format short. On le retrouve aussi sur du format long, ou on le retrouve aussi sur Twitch, sur du format live. On peut avoir des vidéos, un créateur de vidéos longues qui fait du court ou qui fait du format live également sur Twitch ou même sur YouTube, il fait les deux. En règle générale, maintenant, un créateur, il essaie aussi de se diversifier parce que justement, c'est pas viable d'en avoir que un, parce que tu sais que être dépendant que d'un seul modèle, par moment, t'as des vidéos, malheureusement, que ce soit format long ou pas, que ça rémunère plus ou pas, t'as des vidéos qui ne font pas les stats attendues et qui te rémunèrent pas assez. Quand t'as une grosse communauté sur TikTok, ça peut être compliqué d'avoir des partenariats, et forcément ça, on sait que c'est dans le business model du créateur une part importante pour pouvoir justement en vivre. Donc ouais, il faut multiplier les plateformes, mais je suis d'accord avec toi sur le fait de commencer peut-être par du format court, parce qu'effectivement cet échantillon d'erreurs, d'échecs te fait apprendre plus rapidement, alors que quand t'apprends avec du format long, ta trentaine de vidéos, ça te met 2-3 ans à faire une trentaine de vidéos, surtout si tu travailles pas mal tes vidéos. Alors qu'au final, sur du format court, t'as le temps d'apprendre en moins de temps, je trouve, et moins de vidéos. Et d'ailleurs, au niveau des formats courts, quand je me suis lancé, j'avais remarqué un truc, c'est que les gros youtubeurs en place qui faisaient du long format, ils voyaient pas l'importance des formats courts. Je les voyais mettre des extraits de leurs vidéos long format, mais c'était pas du tout assez impactant pour fonctionner. Et ils voyaient ça vraiment comme quelque chose de négatif. Et moi, je me rendais compte que un format court, c'est pas un extrait, c'est pas juste des extraits qu'il faut mettre. C'est un truc de A à Z qu'on construit spécialement pour, et qu'on tire pas d'un long format. Et pour que ça marche, en tout cas, je trouve. Et du coup, j'ai pu en tirer parti à ce moment-là, parce que les youtubeurs, ils en avaient peur, limite. Ils avaient l'impression que s'ils postaient des formats courts, ça allait ruiner leur chaîne, que ça allait défoncer leurs stats, alors que je pense que c'était pas le cas. Mais ça, disons que forcément, ça leur aurait pris du temps. Donc, ils auraient été un peu moins concentrés sur leur long format. Donc, peut-être que ça aurait baissé leurs stats sur les longs formats. Mais je pense pas que ça ait un impact négatif. Ouais, au-delà de la peur de l'algorithme, il y a aussi la peur de perdre du temps là-dessus, parce que c'est vrai que de le créer de A à Z, ça prend énormément de temps, alors que quand tu coupes un extrait toi-même ou avec une IA, c'est beaucoup plus rapide. Mais c'est clair que tout le monde peut le confirmer, Enix peut le confirmer aussi. Un short de A à Z, ça n'a rien à voir avec un extrait coupé, quoi. Je me reconnais là-dedans, parce que on fait justement partie de ces youtubeurs qui, même après 3 ans ou 4 ans, je crois que ça a commencé un peu, TikTok et des shorts. On a essayé à plusieurs reprises, mais jamais de manière très longue, parce que ça prenait pas. Et effectivement, le truc, c'est qu'on postait des extraits de nos longs formats. Après, chose qu'on a essayé de faire un peu plus récemment, mais je pense que ça reste le même problème, c'est vraiment monter l'extrait soi-même. C'est-à-dire que, par exemple, avant, on prenait des IA qui prenaient un extrait du podcast, par exemple, et ils te mettaient un truc d'1 minute. Et là, on a essayé de le faire, mais en faisant en mode best-of un petit peu. C'est-à-dire que je prenais les plus grosses réactions d'un truc de 40 minutes et j'essayais d'en faire un truc d'1 minute. Mais je vois que même là, ça marche mieux. Mais je pense que tu as tout à fait raison sur le fait qu'il faut qu'on s'oriente sur un modèle où le truc il est fait de A à Z vraiment pour la plateforme short ou etc. D'ailleurs, il y a même Canal+, on a l'exemple avec Elias, Canal+, qui s'est mis maintenant sur des formats sur YouTube de vidéos longues, de vidéos courtes, de shorts. Ils ont engagé quelqu'un à plein temps pour réaliser ce genre de format court, au lieu de
prendre des petits extraits et de les mettre en short comme on pouvait faire avant. Bah là, ils ont quelqu'un dédié spécialement pour créer de A à Z le short. Donc c'est là que tu vois que effectivement il y a eu une vraie évolution et qu'il y a une importance de le faire de A à Z soi-même, et ça t'as clairement de meilleurs résultats. Si on parlait revenus, tout à l'heure t'as parlé de gagner un SMIC. Comment ça se répartit par rapport à YouTube, TikTok, etc. Lequel qui te rapporte le plus et lequel, selon toi, va plus te rapporter sur les prochaines années? Bah alors moi, c'était un peu particulier parce que je suis parti à La Réunion pendant 6 mois sur l'île de La Réunion. Et en fait, je pense que TikTok, il m'a assimilé comme un habitant de La Réunion pendant 6 mois. Et La Réunion, bah, ils sont pas payés. Et du coup, bah, mes revenus, je gagnais quasiment plus rien avec TikTok. Wow. Et sachant que YouTube Short, ça paye moins, mais je fais plus de vues, mais ça paye moins, donc je m'y retrouvais pas forcément. Donc ça a été un peu galère pendant plusieurs mois. Mais là, sachant que je suis revenu en France, la répartition, c'est on va dire 60% sur TikTok et puis 40% sur YouTube. Après, il y a aussi Dailymotion. Bon, c'est une plateforme un peu oubliée et tout ça, mais ils essayent de se refaire en essayant des nouvelles fonctionnalités, en essayant de se démarquer aussi par rapport au contenu qu'ils proposent. Et donc, il y a des petits bonus pour les créateurs. Même pour ceux qui se lancent, je pense que c'est possible d'avoir des bonus. Et en gros, ils donnent 100, 200, 300 euros par mois. Et puis, le premier, il gagne 10 000 euros. Je sais pas si vous avez vu passer ça. J'ai pas vu passer. Par contre, j'ai remarqué, parce que moi aussi j'ai été dessus, où je me suis dit bon bah mes vidéos, c'était l'année dernière, je me suis dit bah je poste mes vidéos dessus, ça fait des vues, tant mieux, ça fait pas de vues, tant pis. Et j'ai remarqué que tu gagnais beaucoup plus sur le RPM, tu gagnes plus sur Dailymotion que sur YouTube. Donc il y a une volonté quand même de Dailymotion de ramener des créateurs, de payer un petit peu plus pour que justement il y ait des créateurs qui viennent. Ouais. Voilà. Après, il y a 2 gros soucis à Dailymotion, c'est que bah ils ont pas assez de gens, donc forcément le top, enfin ma meilleure vidéo, je sais pas, elle fait 6000 vues, enfin c'est rien quoi, forcément. Et le gros souci aussi, c'est que leur système de récompense, bah ça incite les créateurs à se regrouper entre eux, se mettre des mentions, des commentaires, etc. pour monter leurs points et avoir des meilleurs bonus. Et du coup, ça crée un truc assez malsain. Mais je pense, enfin, ça part d'une bonne intention de la part de Dailymotion, mais du coup, c'est pas possible parce qu'il n'y a pas assez de gens, quoi. Mais bon, en tant que créateur, si vous commencez, bah, ça vaut le coup d'aller se lancer sur plein de plateformes, même Dailymotion, pour essayer de s'étendre, parce qu'au final, c'est la même vidéo, peu importe si on la poste sur un réseau ou 5 réseaux, ça va rien changer. Donc, autant la poster partout, quoi. Après, au niveau des revenus, ben, ouais, là, je disais que je gagnais un SMIC. Par exemple, TikTok, ce mois-ci, je sais pas, j'ai fait 800 euros. Sur YouTube, j'ai dû en faire 400 ou 500 euros. Et puis après, j'ai eu un petit bonus de Dailymotion de 100 euros, un truc comme ça. Ça se résume à peu près à ça en ce moment. Mais après, j'ai des trucs perso aussi, donc je peux pas m'investir autant que ça dans mes vidéos. Mais en tenant un rythme de 4 vidéos par semaine pendant tout un mois, je pense que je peux toucher dans les 2000 euros si je m'investis à fond. Incroyable. Juste en termes de vues, sachant que tu fais des shorts, c'est quand même... Bon, même s'il y a aussi des vidéos longues qui te rapportent un petit peu, mais la majorité, enfin le gros pourcentage, c'est quand même ton format court, sans partenaire, avoir plus d'un SMIC et potentiellement approcher les 2000, c'est quand même très très fort. Bah ouais, je suis content déjà. Merci. Mais j'ai déjà eu un partenariat par contre sur les longs formats. Je voulais m'essayer un petit peu à ça. Bon, malheureusement, la vidéo, elle a fait, je crois, 6000 vues, 7000 vues, un truc comme ça. Ah, sur le jeune, enfin, le mec qui veut rester jeune toute sa vie, c'est ça? Non, c'était celle d'avant. Il y en a une où je parle de mon parcours et justement, je dis exactement combien je gagne. J'explique un peu à quoi ça ressemble mes journées pour que les gens ils se rendent compte de ce que c'est d'être youtubeur tout seul dans une pièce toute la journée, quoi. Mais parce que tu dis, tu regrettes le fait que c'est fait pas assez de vues. Pourquoi? Parce que tu avais un accord avec le partenaire pour tant de vues, ou c'est pas pour la visibilité de la marque où tu te dis, bah finalement j'aurais aimé que ça fasse plus de vues? Bah alors moi j'ai évité de prendre des accords où je gagnais
une somme, peu importe le nombre de vues, parce que je trouve que c'est un déséquilibre par rapport à la marque. Si moi je fais 4 millions de vues, bah, la marque elle va se faire beaucoup plus d'argent sur mon dos. Mais si moi je fais 10 vues, bah, la marque elle va se faire, elle va se faire avoir, quoi, clairement. Donc j'aime bien partir sur des trucs où on gagne en fonction du nombre de vues. Après, je peux pas dire combien j'ai gagné parce qu'il y a des contrats de confidentialité, tout ça. Mais c'était avec Holzkern, la marque de montres faite en bois, là. Et bah, si j'ai des partenariats, j'essaye de trouver des marques où je me dis moi-même j'aurais pu la prendre et que ça va pas. Je sais pas, les gens ils vont dépenser de l'argent qu'ils ont pas pour des trucs qui servent à rien. Là, c'est des montres de qualité. Je me suis dit, bah, je vais accepter celui-là et puis je vais tester pour voir un petit peu combien ça rapporte, à quoi ça ressemble de mettre en avant une marque dans une vidéo. Bon, je me suis vite rendu compte que du coup ça plombait un petit peu le nombre de vues, forcément, parce qu'il faut le mettre au début et donc les gens ils décrochent. Et je pense que sans partenariat, la vidéo elle aurait fait plus de vues. Et c'est pour ça que c'est aussi complexe de réussir sur YouTube, parce qu'il faut une communauté qui se dise ah bah c'est pas grave, il y a un partenariat, je m'en fiche, je zappe et je pars pas de la vidéo, quoi. Ouais, j'ai vécu un petit peu ça aussi au début, et finalement bon maintenant ils ont l'habitude, et justement tu parles de communauté, c'est là que tu vois aussi la différence avec un créateur qui a une communauté ou pas. C'est que la communauté, elle va bien réagir, et au contraire, à la limite, elle va regarder la vidéo, enfin, elle va regarder l'instant pub pour soutenir, et derrière, elle va même consommer parce qu'elle te fait confiance et elle veut te soutenir. C'est là la différence aussi, et au final, de plus en plus, quand ils ont cette habitude-là et qu'il y a ce soutien-là, ça impacte moins tes vidéos quand tu fais un placement, bien au contraire. Et je pense même que là, YouTube, je pense, hein, c'est pas encore prévu, mais je pense qu'il va y avoir une fonctionnalité pour zapper les partenariats avec l'IA qui va repérer quand est-ce qu'on en parle pour pouvoir le zapper. Ça, je sens que ça va arriver. Je sais qu'il y a déjà des extensions qui le font sur Chrome. Mais au moins, ça fait que les gens ont pas à se dire oh, je pars, c'est trop long ou quoi. Ils peuvent juste zapper et profiter quand même de la vidéo, parce qu'au final, il y a un effort qui est fait derrière, ils l'auraient apprécié, mais à cause de ça, ils s'en vont. Donc, c'est sûr que c'est problématique. Après, il y a le chapitrage aussi. Hein. Tu fais le chapitrage, tu mets ton instant pub, les gens le voient et ils peuvent directement aller. Ouais, ça, bah, moi, je le fais, ça. Je l'avais fait, mais je pense que j'en ai quand même perdu pas mal à ce moment-là, quoi. Bah, okay. Je pense aussi, on a remarqué aussi depuis qu'on a un sponsor que les vues, elles sont un petit peu tombées, mais bon, c'est pas grave. Il faut rendre le contenu encore plus attrayant pour que les gens, malgré le sponsor, ils veuillent rester. Quand même. Ouais, après, vu la taille de vos vidéos, peut-être que c'est quand même moins impactant que si vous faisiez des formats de 10 minutes ou 15 minutes. Parce que là, au final, ça représente une minorité, mais après, ça dépend aussi vachement des invités que vous allez avoir, parce que c'est sûr que je suis sûr que vous pourriez avoir Maxime Click. Je sais pas si vous avez déjà demandé à ce gars-là. Je crois pas lui avoir demandé rien du tout. Ça me dit rien. Parce qu'en général, lui, il accepte tout. Là, il a 1 million d'abonnés. C'est vraiment impressionnant à quel point il est monté vite. Et je pense que ce serait intéressant que vous l'ayez dessus. Bon, après, il faut qu'il accepte, hein, bien sûr. Allez, on va lui demander juste après. Ok, merci pour la suggestion. Mais j'ai l'impression que ça me dit quelque chose, mais d'un autre côté, ça me dit rien. C'est bizarre. J'arrive pas à mettre. Il a une phrase qu'il dit à chaque fois, mais je m'en rappelle plus. Il y a le mot Internet dedans. Et ça, Internet ne l'oubliera pas. Ah, c'est possible. Ça me dit quelque chose, là, dit comme ça. J'ai dû le voir passer. Façon, mais ouais, lui, putain, il est sacrément investi. Je pense que c'est un des plus investis en France. Mais du coup, il mérite bien ses résultats, là. Écoute, on va essayer de faire venir sur le podcast. En tout cas, merci d'être passé, Teddy. Ce fut très éducatif. Même nous, on a appris pas mal de choses. Et on espère que ça servira à pas mal de gens qui vont nous regarder et que ça va peut-être les inspirer à se lancer sur YouTube et puis, comme toi, peut-être trouver leur voie et sortir de leur travail qui les ennuie. Si ça peut les motiver. En plus, je pense que pour se lancer en tant que créateur, il n'y a pas besoin de grand-chose. Vous avez déjà un téléphone sur vous qui a une bonne caméra. Sur Amazon, vous achetez un micro-cravate à 10 €. Puis après, il faut juste être un petit peu créatif et ça suffit, quoi. Là, j'ai un micro qui vaut un peu cher, j'ai une grosse lampe et tout ça, mais j'ai pas besoin de ça pour faire des vidéos, quoi.
Ouais, on a tous démarré avec un setup miteux, un micro éclaté et notre iPhone. Hein. Clairement, il faut passer par là et puis après on réinvestit ce qu'on peut pour améliorer tout ça petit à petit. Mais au début, il n'y a pas forcément besoin de ça pour commencer. Je suis d'accord. En tout cas, c'est cool de pouvoir parler de ces sujets-là. C'est pour ça que j'ai accepté votre demande aussi. Si ça peut motiver des gens. Ouais, surtout qu'en plus là, c'est plus tourné sur le format court, donc c'est intéressant puisqu'on avait beaucoup plus de monde habituellement sur le format long, sur les vidéos YouTube longues. Donc là, avoir quelqu'un sur le format court, c'est hyper intéressant. Ouais, bah après, je pense qu'il y en a très peu qui gagnent leur vie juste avec le format court. Il faut vraiment se battre pour les vues. Et il faut y aller à fond. Donc, même moi, je galère alors que ça fait 1 an et demi que j'en fais à plein temps. Donc, ouais, c'est compliqué. Après, je pense que les formats courts, ils vont avoir tendance à augmenter au niveau des revenus. Parce que déjà, je l'ai vu, le RPM, c'était 3 centimes. Aujourd'hui, c'est peut-être 6 centimes, 7 centimes, 8 centimes. Ça monte. Donc, à voir comment ça évolue. Mais je pense que ça va évoluer en positif. Je pense aussi. Je pense qu'il y a pas. Ouais, clairement. Et puis, à un moment, ils vont trouver un système pour rémunérer un peu mieux ou mettre quelques petites pubs, glisser des petits trucs qui font que du coup, ça va gagner plus. C'est comme YouTube, hein, c'est monté crescendo. Et moi, j'ai remarqué depuis 2021 où j'y suis vraiment en tant que créateur, il y a eu clairement aussi une augmentation du RPM. Donc, je pense que TikTok, les shorts, le format court, ça viendra petit à petit aussi. Rendez-vous dans le prochain épisode de Créateurs de succès où on parlera encore de quelque chose de nouveau, j'espère bien. Et portez-vous bien en attendant et n'oubliez pas de liker et de vous abonner à Créateurs de succès. Ciao! Si t'as aimé cette vidéo, t'aimeras aussi celle sur Esprit Dog, comment ils ont construit un empire à partir de leur passion pour les chiens, ou celle de Alex de Castro qui vit de sa passion pour le foot, et ça depuis Tokyo. Like et abonne-toi pour ne pas rater les prochains épisodes.